Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulions vous faire découvrir une famille pas tout à fait comme les autres. Il s'agit de la famille de Marielle, dont vous voyez des images défiler derrière moi avec Pierre, son mari. Elle est à la tête d'une tribu de 13 enfants. Cet après-midi, elle va nous raconter son quotidien hors norme. Bravo Marielle et bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous avions prévu de faire une émission sur les familles nombreuses, mais lorsque nous avons fait votre connaissance, on s'est dit qu'il fallait qu'on vous présente à nos téléspectateurs. En France, une famille sur 5 est une famille nombreuse, c'est-à-dire composée de 3 enfants ou plus. Vous, rien ne vous prédestinait à avoir 13 enfants, mais vous rêviez quand même d'un destin extraordinaire, hors du commun. J'espérais faire quelque chose de ma vie, de me donner à fond dans ce que j'allais faire. Alors les enfants, non, je ne savais pas que ça allait être 13 Est-ce enfants. que vous-même, vous êtes issu d'une famille nombreuse? Nous étions 3. Donc il n'y a pas de volonté de reproduire un schéma de famille très nombreuse. Mais c'est vrai que du temps de ma grand-mère, enfin mon père est issu de 12, mais c'était une autre époque. C'était moi qui ai été élevée en fait avec des familles autour de moi où ils étaient 2, 3, 4. C'était pas du tout un projet de vie. Et votre mari, ils sont 4. Ils sont 4 enfants et effectivement, quand on s'est mariés, on pensait avoir des enfants. Et puis 3, 4, c'est ce qu'on connaissait, ça nous paraissait déjà énorme. Vous avez rencontré Pierre pendant vos études. Vous vous destiniez à quel métier? Vous faisiez quelles études? En fait, j'ai fait de la chimie et ensuite j'ai fait un 3e cycle en management. Et donc, j'ai commencé à travailler dans une entreprise de pharmacie, donc commerciale, ingénieur commercial. Et votre mari? Et mon mari fait de l'informatique, voilà, il était dans des projets informatiques. Alors, vous vous êtes marié en 1991. À l'époque, vous aviez 22 ans. Oui. Le premier bébé est arrivé rapidement? 2 ans plus tard, avec 2 fausses couches avant, qui étaient très douloureuses. Et donc, c'est pas un premier bébé qui est arrivé, ce sont des jumeaux. 2 fausses couches douloureuses, vous dites? Oui. Parce qu'à chaque fois l'échec ou parce que vous avez souffert physiquement? Parce qu'à ce moment-là... Oui, parce que physiquement, bon, on se sent plus faible et parce que à ce moment-là, on se dit mais j'aurai jamais d'enfant et à ce moment-là, on commence à se dire finalement avoir un enfant, ça va être important. Au début, c'est important parce qu'on voit bien plein de familles, mais là on se dit l'enfant, ça va être super important et plus on fait de fausses couches, enfin les 2 premières, et que ça devient ça devient quelque chose qui prend toute sa vie finalement au bout d'un moment. Donc vous avez fini par tomber enceinte et là voilà. Des jumeaux. Des jumeaux, oui. C'était une surprise extrêmement heureuse. Très heureuse et pendant toute ma grossesse, ah oui c'est Anne-Cécile, et pendant toute ma grossesse on me disait mais ça va être difficile, ça va être beaucoup de travail et j'étais tellement préparée à ce que ce soit difficile et beaucoup de travail que quand ils sont nés, finalement j'étais tellement organisée, c'était tellement tout près dans ma tête que c'était du travail forcément mais pas tant que ça. Ah oui, donc vous anticipez, vous organisez, oui. Donc facile. Facile peut-être pas, mais très prête et finalement moins difficile que ce que tout le monde avait l'air de me dire. Voilà. Donc au bout d'1 an, après la naissance des jumeaux, vous avez eu envie d'un autre enfant? Alors on est parti, ce qui s'est passé c'est que j'ai dû laisser mon travail parce que mon mari Pierre partait à Budapest et donc on est parti précipitamment. Il était sur un job très prenant et donc oui on est parti à Budapest et là j'ai voulu retravailler donc j'étais professeure au lycée de Budapest et oui très vite on était entouré de beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants et vraiment ça m'a donné envie. En fait j'étais libre de quelque chose, j'avais du temps, c'était le bon moment pour un enfant de plus. Donc, vous avez fait Édouard. Édouard, voilà, c'est ça. Très bien. Après Budapest, vous vous êtes envolé avec vos 3 enfants, direction Atlanta. Oui, 3 enfants de moins de 2 ans. Ouais. Et on est parti à Atlanta. Parce que votre mari travaillait là-bas? Voilà. Donc vous, toujours pas de boulot? Moi, toujours pas de boulot. Donc vous êtes dit, petits boulots, puisque j'étais un peu prof, mais l'année scolaire était terminée. Et donc, on est parti à Atlanta. Et c'était un peu la même chose. On était entouré de beaucoup de familles avec quand même beaucoup d'enfants, enfin, par rapport, nous, à ce qu'on connaissait. Ça allait jusque 7. On connaissait des familles de 7 et ça me paraissait, mais incroyable, des familles de 7. Et il y avait quelque chose de beau. Je trouvais, je trouvais que c'était magnifique. Donc vous vous êtes dit, pourquoi pas un petit 4e? Oui, ça s'y prêtait bien. On retrouvait l'équilibre. Bon, à chaque fois, il y a un déséquilibre. Quand un bébé est né, c'est pas que facile et pas que beau. Mais c'est surtout beau, quand même. Donc là, vous étiez toujours aussi organisé, toujours pas de problème, toujours anticipé, parce que quand même 3 bébés de moins de 2 ans, c'est quand même, c'est coriace quand même. Oui, mais on est parti à Atlanta, c'était un peu l'aventure. On avait 3 mâles et on était dans des meublés.
Oui, Bah, mais justement, pour certaines femmes. C'était notre vie, je trouvais ça très, très fascinant, en fait. Parce que pour certaines femmes, c'est au contraire une montagne de partir à Atlanta avec 3 mâles et dans un nouvel environnement, ça pourrait être une montagne infranchissable. Oui, mais ce que j'avais vécu à Budapest, finalement, de cette proximité de toutes ces autres familles, ça avait été très fort, en fait. On s'est rendu compte que finalement, on repartait, il y avait une groupe de mamans, finalement, qui étaient un peu dans le même genre de situation et que les liens se créent extrêmement vite. Et que finalement, on retrouvait une famille dans l'endroit où on allait et je savais que ça allait être la même chose à Atlanta. Donc, 4 enfants. Voilà. Bon. Et là, tout va toujours bien. Et par la suite, qu'est-ce que Mais vous je dois dites? quand même ajouter, tout va toujours bien. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Je pense que chaque enfant, on a remis en question chaque enfant. En fait, c'est pas juste les enfants sont arrivés les uns après les autres. On les a souhaités. À chaque fois, c'est un équilibre qu'il faut retrouver. À chaque fois, il y a une fausse mais couche, justement, même dans le couple. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'on on a envie de se retrouver aussi en tant que femme, on a envie de retrouver son corps, sa féminité. Donc ça vous est arrivé aussi, j'imagine. Oui, et finalement, après le recul, je me rends compte que finalement, il y a un nombre de jours qui fait que, après tant de temps, c'est-à-dire chez nous, c'est à peu près 1 an, eh ben, les choses reviennent un peu dans l'ordre. Voilà, j'ai retrouvé plus ou moins ma ligne, j'ai retrouvé mon tonus, on a retrouvé un équilibre avec Pierre, les autres enfants savent à peu près où ils habitent, et l'aventure peut continuer. Et à chaque fois, il y a quand même ces mêmes questions. Est-ce que psychologiquement on va tenir le coup? Est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce qu'on va trouver de la place pour tout le monde? Est-ce qu'on va avoir un cœur assez grand? Est-ce que toutes ces questions qu'on se pose? Alors au bout d'1 an, vous avez de nouveau envie? Oui, au bout d'1 an, l'enfant est suffisamment grand, il commence à marcher, on le regarde et on dit mais un enfant c'est quand même une vie, c'est une personne. Et à chaque fois on se dit il est dans ma possibilité d'accueillir une personne en plus ou pas. Et ça c'est quelque chose qui me pose énormément de questions. À chaque fois je dis les choses sont faites dans la maison, ça peut se faire. Pourquoi ne pas accueillir cet enfant de plus? Donc, un 5e. Donc, un 5e. C'est dingue. Je suis fascinée, moi. Je suis fatiguée. Ça me fatigue. Rien que d'y penser. Donc, un 5e. Voilà. Et là? Et là, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est entre-temps... donc Clémentine est née, on était à Francfort, donc on est parti. Oui, parce qu'à chaque fois vous déménagez évidemment. Ça va de soi. De Francfort, on est rentré en région parisienne et là on avait envie d'avoir un pied-à-terre en sachant qu'on allait repartir. Et donc on a trouvé ce pied-à-terre en banlieue sud à Sceaux. Et voilà, et Henri est né. C'est quoi un pied-à-terre? C'est un château avec 15 pièces? Non, c'est une maison comme on imagine. Une grande maison. Voilà, une grande maison. Une grande maison, mais on pensait repartir et... comme disait Bénédicte, on avait le syndrome de quand est-ce qu'on déménage et voilà, encore d'avoir envie de bouger, quoi. On avait envie de... Tous les ans, à la rentrée, je me disais, je vais rester toute ma vie ici. Pourtant, j'étais bien installée, hein, mais cette envie encore de partir et de... Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'idée de partir? Rencontrer des nouvelles personnes, visiter un nouveau pays, une nouvelle culture... à chaque fois, c'était magnifique, c'était merveilleux. Et les enfants, ils n'étaient pas déstabilisés à chaque fois? Les enfants étaient suffisamment petits. Ouais, les enfants étaient suffisamment petits et on avait des liens suffisamment privilégiés avec toutes les personnes qui nous entouraient pour qu'à chaque fois, c'était une fête quoi, de partir. Donc là, on en est à combien à On est à Sceaux, on vient d'arriver... Là, on est parti de Francfort, on s'est installé à Sceaux, je suis enceinte. On en avait combien? À Francfort, Clémentine est née, on en a 4 et donc je reviens à Sceaux. Je suis enceinte d'Henri et on s'installe, voilà. Et Henri naît. Donc là, ça fait 5. 5. Voilà. L'organisation? L'organisation, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils naissent 1 à 1, en fait, et on s'organise petit à petit. Enfin, à part les jumeaux qui sont arrivés en premier, les autres, et puis ils n'ont pas tous 2 ans et demi. Hein. Après, les grands commencent à grandir. Il y a une mayonnaise familiale qui s'installe, et donc l'organisation, elle se fait, mais au fur et à mesure. C'est pas tout, ça ne tombe pas d'un coup. Tout d'un coup, vous n'avez pas 13 enfants et vous êtes obligé de faire face. Ouais, d'accord. Enfin, quand il y en a 5 et qu'il y en a un qui attrape la grippe, tout le monde y passe, quoi. Et il faut se réveiller la nuit et. Ouais, il faut se lever la nuit, il faut faire face, c'est vrai. Comment vous organisez la nuit? C'était à tour de rôle? Alors la nuit, quand il y avait peu d'enfants et qu'on bougeait beaucoup, j'épargnais Pierre parce que... C'est combien peu d'enfants pour vous? Oui, bon.
Jusqu'à après 5-6 enfants, j'essaie d'épargner Pierre le plus possible parce que comme il travaille et qu'il bougeait beaucoup, qu'il avait un travail excessivement intense, je trouvais que c'était mon job en fait. Voilà. Donc je me levais la nuit et d'ailleurs j'ai allaité tous les enfants très tard, au moins jusqu'à 6 mois la nuit. Ils venaient encore boire un peu de lait et c'est aussi un moment privilégié avec un bébé finalement la nuit de pouvoir le prendre, tout est calme, allaiter la nuit c'est un moment magique. L'organisation à la maison, vous étiez très aidée, le ménage, les lessives, tout ça, les courses. Alors petit à petit, Pierre est rentré dans la boucle. Maintenant, Pierre s'occupe du linge. En général, le soir, quand il rentre, j'ai mis la première machine en route. Il met au sèche-linge, il met la deuxième machine en route. Et donc, les 2 machines sont sèches. En général, il n'y en a que 2 le soir et j'en refais une éventuellement pendant la journée. Il ramène les courses. Quand il revient de son travail, j'ai passé une commande. Et donc, il va chercher l'énorme commande une fois tous les 15 jours. Bon, on va entrer dans le détail tout à l'heure parce que ça mérite d'approfondir tout ça. Samuel, je vais me reposer un petit peu en vous écoutant parce que rien que d'imaginer tout ça, ça me paraît délirant. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage? Mais comme le dit Marielle, c'est mon job. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est maman d'une famille nombreuse, ça devient un métier, en fait, qui demande d'énormes capacités d'organisation. Donc, il faut avoir une discipline digne d'un chef d'entreprise, voire même, quand on a 13 enfants, peut-être même une discipline quasiment militaire, parce que ça demande une organisation énorme. Et ce qu'il y a peut-être d'injuste là-dedans, d'ingrat, c'est que si on vous demande ce que vous faites dans la vie, ou si on demande à vos enfants quel est le métier de ta maman, elle fait rien. Quoi? Elle fait rien, voilà, elle est sans emploi. Voilà, donc il y a l'idée qu'une mère au foyer, c'est quelqu'un qui glande, en fait. Alors que non, c'est un métier. Non seulement c'est un métier, alors bien sûr, il n'y a pas de salaire, mais c'est un métier à temps plein où vous faites pas les 35 heures et vous n'avez pas de vacances. Parce que même en vacances, vous continuez à exercer votre activité de maman avec toutes les tâches que ça implique. Alors là, nous en sommes à 5 enfants. Vous êtes à Sceaux. Est-ce que vous preniez une contraception? Non. C'était un choix de votre part? Oui, c'est un choix. C'est-à-dire que j'allaite. Mon rythme de vie est tel que les choses se font bien. J'allaite le bébé jusqu'à 1 an et quand même d'après ce qu'on lit, jusqu'à 6 mois l'allaitement plein, c'est quand même une contraception, même si elle n'est pas sûre, sachant que chez nous, si une grossesse survient, c'est pas une catastrophe. Bon, et puis après, c'est vrai que le temps, les 6 mois qui restent, on fait attention parce que effectivement, une grossesse qui arriverait serait pas une catastrophe. En même temps, je me sens fatiguée. Donc tout ce temps-là, on fait attention. Et puis après, il y a quelque chose qui fait que je me sens vraiment prête. Il y a quelque chose qui fait même dans l'intimité conjugale, je sens que je suis prête. Mais alors, ça veut dire que quand vous en étiez à 5 enfants, vous saviez que vous en auriez d'autres? Alors, j'étais suffisamment sûre de vouloir laisser de la place pour éventuellement en avoir un énième. Vous voyez ce que je veux dire? C'est subtil, mais je ne pouvais pas me dire que j'en aurais pas d'autres. Voilà, c'est ça. Et votre mari, il pensait quoi? Il était d'accord avec vous? Eh ben, c'est une évolution à 2. Ah, ben, bien sûr. Enfin, c'est un choix. C'est quand même un enfant. On le fait à 2 et à chaque fois, on ne peut pas dire. Il y a toute une remise en place du couple. Il y a toute une relation qui se refait avec les uns, les autres, la famille, les amis, tout le monde. Et tout ça, ça se fait petit à petit. On ne peut pas dire, voilà, je viens d'accoucher, j'aurai un autre enfant dans 9 mois. Enfin, dans mon cas, ce n'était pas le cas. Est-ce que vous arriviez à vous retrouver justement dans votre couple, à vous trouver des moments d'intimité quand vous aviez tant d'enfants si petits? Alors, c'est vrai que on est à des moments, on est excessivement maman. Quand le bébé vient de naître, qu'on allaite le bébé, on est vraiment tout à son enfant. Mais on garde quand même en tête qu'il y a un couple à préserver et que ce couple-là, c'est extrêmement important. Et donc, de temps en temps, le bébé, il va là, il va survivre gardé par je ne sais qui. Et puis, on va prendre un temps pour dîner ensemble, pour discuter. Et en fait, on essaie vraiment de préserver ce temps-là quasiment tous les jours. Comment on fait pour prendre un temps avec chaque enfant quand on a tant d'enfants? Alors, parce que quand même, bon, donc on va pas faire tous les uns après les autres. Vous en avez eu 13 enfants en un peu plus de 22 ans. C'est fou, quoi. C'est ça. Hein? Donc ça veut dire que vous avez passé 9 ans de votre vie enceinte. Enceinte, voilà, c'est ça. Peut-être même plus avec les fausses couches, mais... À chaque fois, vous prenez combien de kilos? 18. 18 à chaque fois? Oui.
Donc ça veut dire que vous ne vous interdisez rien? Eh ben, c'est-à-dire que je trouve que quand on est enceinte, on a un estomac vraiment en vrac, on a besoin de le caler, on a du mal à gérer Parce qu'en la plus vous êtes nourriture. malade quand vous êtes enceinte. Je suis pas malade, mais on a l'impression d'être jamais, oui c'est ça, d'être jamais calé, d'avoir un estomac qui. Donc c'est pas un état dans lequel vous vous sentez particulièrement radieuse. C'est très ambivalent. À la fois, on prend du poids, on se perd physiquement, on devient plus maman qu'épouse, on devient peut-être un peu moins féminine. Et à la fois, on attend la vie, qui est quelque chose d'extrêmement épanouissant. Donc, je trouve qu'on vit toute cette ambivalence en même temps. Et vous perdez vos kilos J'ai de la chance. Avec l'allaitement, je perds très vite les kilos. Je perds très vite. Et puis, en plus, après, avec un peu de sport... Vous faites du sport en plus? On fait un jogging avec Pierre, on fait un tour du parc tous les dimanches matins. Alors, en préparant cette émission, vous êtes revenu évidemment sur les moments heureux de votre parcours, mais aussi les moments douloureux, parce que il y a eu beaucoup de grossesses et beaucoup de bébés, mais aussi beaucoup de fausses couches. Oui, en fait, donc j'ai commencé par ces 2 fausses couches des jumeaux qui ont laissé quand même une trace. Je pense que c'est un enfant qu'on a désiré, qui ne vient pas au monde. Et je pense que dans notre monde, c'est quelque chose ça n'existe pas en fait. Les mamans en parlent peu. Et comme retour du livre, beaucoup de mamans m'ont dit j'étais contente de pouvoir lire ce problème de fausse couche, parce que c'est quand même un enfant qu'on a désiré, qui n'a pas grandi jusqu'au bout. Et c'est quelque chose qui marque à vie. Qu'est-ce qui vous pousse justement à en parler aujourd'hui de tout ça sur notre plateau? Alors, c'est pas forcément la fausse couche, c'est aussi, en fait, quand j'ai rencontré Pascal Kremer, avec qui on a écrit le livre, c'est Pascal qui a écrit, hein, moi j'ai beaucoup parlé, il y a eu toute une série dans le blog du Monde sur des villes en France, donc 10 villes en France étaient dépeintes. Et donc, on voulait des personnes de tous bords, de tout genre. Donc, dans ce blog, Pascal avait écrit trois articles sur nous. Et alors, il y avait 500 commentaires à la suite dans ce blog. Et la moitié était très élogieux, peut-être trop. Et l'autre moitié, mais démontait complètement la famille nombreuse. Et je me suis dit, mais en fait, la famille nombreuse, les gens ne savent pas ce que c'est. Et on a eu envie d'en parler de manière simple, de dire ce que c'était qu'une famille nombreuse. Est-ce que vos enfants ils se réjouissent à chaque fois qu'il y a un nouveau bébé qui arrive, ou est-ce qu'ils se disent j'aimerais bien avoir ma maman un peu plus pour moi? Alors les enfants ont des âges très différents et je pense que chacun réagit de façon très différente. Il y a quand même l'âge où des âges où plus on est, plus on rit et plus c'est drôle et ils sentent pas du tout la fatigue de la maman. Il y en a d'autres qui sont plus sensibles à ça et qui se disent elle va être fatiguée et qui sentent peut-être le poids sur eux. Et donc ça on en discute, j'en discute beaucoup avec les enfants. Alors même s'ils l'expriment pas, on le sent. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sentir un certain agacement chez vos enfants à l'idée que vous soyez à nouveau enceinte? Oui, je pense que pour certains, pour eux, c'était pas nécessaire d'avoir cet enfant de plus, ce que je peux comprendre. En même temps, quand l'enfant naît, tout est complètement différent. Je les sens, ils sont tellement en admiration et devant les petits, pas forcément devant les bébés, hein, mais quand ils ont 3 ans ou 2 ans, ils sont vraiment mignons. Il vous arrive d'avoir des doutes? Alors vous savez, quand que c'est le mois de novembre, qu'il pleut dehors, que le bébé a 3 mois, que ça crie partout, qu'il y en a 3 qui se disputent, que le bain déborde, que le téléphone sonne, qu'il y a une mauvaise note et tout ça, on se dit ça fait vraiment énorme. Mais c'est pas un doute sur ce qu'on vit, parce qu'après on sait que ça passe, on sait qu'il y a demain et on sait que le bain on va éteindre, le téléphone on va décrocher, on sait qu'il y a des choses à réagir. Il y a des moments où vous craquez? Alors il y a des moments où je leur dis, il y a des moments où je deviens plus sévère, plus autoritaire, parce que je sens que les choses doivent se remettre en place. Et je sens aussi, ce que je sais, c'est que en fait, il y a des passages, il y a des hauts et des bas, il y a des remises en place à faire dans la famille. Il y a des moments où je dis avec Pierre, vraiment là, je suis vraiment fatiguée. Il faut qu'on en rediscute. Et je sais qu'il y a des choses à faire en fait. Quand les choses deviennent trop pleines ou que c'est
ou que ça devient trop, je sais qu'il y a des remises en question à faire et des choses à remettre en place. Le dernier à quel âge? Le dernier, c'est une fille, elle a 14 mois. Et le ou la précédente? C'est Charles qui a 3 ans. Vous connaissez l'âge par cœur de tous vos enfants? Alors celui qui change tous les mois, c'est plus compliqué. Mais quand ça change tous les ans, ça va à peu près. Toutes les dates d'anniversaire? Oui, oui. Alors quand on les écrit à la suite, parfois on est obligé de réfléchir, mais en général... Ça vous fait des anniversaires tout le temps, quoi? Il y a tout le c'est temps groupé. Ah, on a groupé le mois de mai, on est 2 en septembre, voilà, il y a des en juillet, on est quelques-uns en juillet. Il y a quand même des enfants qui doivent avoir besoin d'individuation quand même. Parce que vous dites, mais tout le monde. vous groupez même les anniversaires. Ah non, ils sont groupés sur le mois, mais chaque enfant a son anniversaire. Ah bon? C'est au mois de juin, on a 4 anniversaires, mais chaque enfant a sa fête, voire 2, voire 3. Il y a la fête à l'école, il y a la fête avec les amis et il y a la fête en famille. Donc ça fait 3 gâteaux par anniversaire. Moi, ce qui me surprend chez des femmes formidables comme vous, c'est que vous arriviez à avoir une réponse à tous les problèmes. Moi, non, je cherche, souvent je ne sais pas si j'ai une débordée. réponse. Je ne sais pas si j'ai une réponse, mais je cherche une réponse à chaque problème. Et Mais je pense c'est qu'en quand même- cherchant, on trouve, on adapte, on invente en fait. C'est ça. Je pense qu'on invente une solution à chaque problème. C'est un métier. C'est un métier, ouais. Ouais, c'est vrai. Et après, je précise quelque chose, c'est que là, on pourrait avoir l'impression que Marielle, elle est toute seule dans ce rôle de super maman. Faut pas oublier qu'il y a son époux. Et puis qu'il y a aussi les aînés qui probablement vont avoir un rôle d'assistant éducatif, Oui. en fait, de sous-officier sur le Il y a terrain. une espèce de mayonnaise qui prend. C'est ça qu'on oublie, c'est que finalement, les liens qui se créent entre enfants. Quand il y a un enfant avec qui je dois beaucoup travailler en ce moment. Je sais qu'il y en a 2 autres qui vont pouvoir jouer ensemble à ce moment-là. Travailler, ça veut dire que vous travaillez avec eux aussi pour les devoirs. Ah oui, ça c'est un énorme travail. Ça c'est une grosse chose. Donc Je trouve en que le plus- travail scolaire c'est quelque chose d'extrêmement lourd, très lourd. Ça, le Vous suivi êtes une scolaire, femme c'est- intelligente, vous avez fait un brillant cursus universitaire. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous êtes frustrée de n'exister qu'à travers votre statut de mère de famille? Mais j'ai pas l'impression d'exister que à travers. Je m'accomplis et je pense que, vous voyez, qu'on soit président de la République, qu'on soit pilote d'avion, au bout d'un moment, il y a une routine qui s'installe, qui devient pénible. Et finalement, c'est en creusant dans cette routine que finalement on trouve les solutions à ce qu'on est et qu'on s'accomplit réellement. C'est peut-être compliqué ce que Non, je dis, mais si, je c'est crois très vraiment clair. ça. Je crois vraiment ça. C'est très clair, bien sûr. Et donc finalement, oui, j'aurais voulu être présidente de la République, j'aurais voulu être pilote d'avion, j'aurais voulu être maîtresse d'école, mais finalement... Maîtresse c'est en- d'école, vous l'êtes. Oui, Ça, alors mais là, vous devez finalement, l'être. c'est en faisant au jour le jour, en répétant au jour le jour, finalement, une routine qui est ancrée, qui est lourde. C'est ça qui permet finalement de se libérer pour faire autre chose et pour regarder autre chose. Alors, Et comment vous faites? chercher Parce des que solutions. vous n'avez pas de femme de ménage, vous faites faire à vos enfants leur travail scolaire, pas de nounou. Comment faites-vous? Comment vous vous organisez? J'anticipe au maximum en fait. L'idée c'est d'anticiper. Voilà, la table est mise pour ce soir, le repas est dans le four, il sera chaud quand on va arriver. Il y a beaucoup de choses qui sont anticipées et qui sont pensées à l'avance. C'est-à-dire que la nuit, au lieu de dormir, vous anticipez. C'est plutôt au niveau de la sieste. Au lieu de faire la sieste, j'anticipe. Et j'anticipe. Mais c'est aussi l'expérience qui fait qu'on sait comment faire et comment anticiper. Ils ne sont pas tous arrivés, tous les 13 ne sont pas arrivés. Je sais que si je vais être dans le potage, si la table n'est pas mise, je suis dans le potage si je ne suis pas complètement disponible quand je vais chercher les enfants à l'école. Je suis dans le potage s'il n'y a plus de couches. Je suis Ça dans vous le... arrive d'être dans le potage? Ah oui. Ça Qu'est-ce arrive qui quand se le passe bébé à est ce moment-là? petit. Je vais au plus urgent. Je délègue, je demande. C'est là que. Alors, les enfants, j'essaie de les alléger le plus possible dans les tâches ménagères. En même temps, je leur demande de faire des choses. Hein. Ils doivent. J'aimerais qu'ils aspirent leur chambre, qu'ils remontent leur linge et qu'ils fassent tout ça. En même temps, quand voilà, je suis dans le potage, je leur dis là, je suis dans le potage. Est-ce que tu peux pas? Voilà. Et là, ils comprennent vraiment bien. Est-ce que vous êtes très autoritaire?
Je pense que je suis autoritaire au moment où je dois l'être et j'essaie d'être le plus aimante possible parce que je pense que parfois l'autorité, ça s'oppose quand même au côté Il y a des aimant. moments où on craque, où on hurle, où on dit n'importe quoi, où les mots dépassent d'autres pensées. Rassurez-moi, dites-moi que ça vous arrive. Dites-moi Mais que bien ça sûr, vous ça arrive. arrive, bien sûr, ça Voilà, arrive. où tout d'un coup, on se laisse aller à crier parce qu'il ne comprend pas son devoir de maths. Oui, mais même hier, j'ai dit à un enfant, tu vois, là, je suis en train de me fâcher contre toi. J'aimerais vraiment que ça n'existe plus. Parce que là, je suis en train de me fâcher pour tel point, tel point, tel point. Et tu vois, et si on avait anticipé ça, on ne serait pas à 9h du soir en train de sortir des photos à coller sur une page d'histoire. Et donc, il y a des choses comme ça, voilà, il faut en reparler calmement. Enfin, calmement, non, on n'était pas calme. Hein. Il faut en rediscuter de ce qui a fait qu'il y a eu cet énervement et discuter ce qui aurait pu justement éviter ça. Vous prenez le temps de discuter avec chacun d'entre eux. C'est des conseils de famille. Il y a des règles comme ça, des moments. Alors parfois, effectivement, on est tous réunis et voilà, on va aller à tel endroit, à tel moment et on va faire ça. Et donc là, j'explique. Toi, tu feras comme ça, on fera comme ça Mais même quand on voyage, ils sentent bien, ils voient bien, parce que sinon c'est pas possible. Si on devait parce qu'en tout plus gérer. vous voyagez, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, de bouger avec les enfants, de faire un voyage. Et j'aime bien. Et d'ailleurs, ils y ont pris goût, donc. Face aux critiques sur les familles nombreuses, comment vous réagissez aux a priori Mais j'ai été très étonnée aux premières critiques que j'ai lues. Et ça m'a tellement étonnée et ça m'a blessée. Qu'est-ce qui vous a blessé, par exemple? Des tas de critiques où je me disais, mais en fait, et plus je lisais les critiques, plus je me disais, mais la personne... pour profiter des allocations. Oui, voilà. Bon, ça se saurait si c'était vraiment comme ça. Plein de critiques et l'amalgame entre une religion et le nombre d'enfants, comme si on n'était pas libre et comme si ça nous tombait dessus et qu'on n'avait plus le choix dans notre vie. Et je trouvais c'était tellement, ça me paraissait tellement étriqué comme pensée que je me disais mais comment on peut penser ça finalement, qu'on n'est pas maître de sa vie, qu'on n'a plus le droit de choisir même quand on a une religion et toutes ces questions-là, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais en fait, il faut parler de ce qu'est la famille nombreuse. Alors écoutez, je crois qu'il est temps de faire connaissance avec ces enfants dont on parle depuis tout à l'heure. Alors on va en recevoir quelques-uns, 7 d'un coup en fait, comme le petit tailleur. Et en plus, ils sont beaux. Est-ce qu'ils sont tous bons à l'école? Plutôt. On travaille beaucoup. Alors, est-ce qu'ils sont bons? Je ne sais pas, mais en tout cas, on travaille énormément. Bon, alors, qui présente tout le monde? Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Ils se présentent eux-mêmes, comment on fait? Louis, tu présentes tout le monde? Je m'appelle Louis, j'ai 15 ans, je suis en seconde. Très bien. Tout va bien, Louis? Les résultats sont bons? Super bien. Alors, présente-nous tes frères et sœurs. Alors voici Charles, 3 ans. Espérance, 5 ans. Félix, 11 ans. 11 ans. Théophane, 13 ans. Et Augustin, 7 ans. Comment ça se passe quand on est une famille nombreuse comme ça? C'est sympa? Bah, c'est sûr que c'est plus convivial et je trouve ça super sympa, oui. Ouais. C'est-à-dire vous vous amusez bien, vous vous ennuyez jamais, j'imagine. Non, oui, il y aura toujours quelqu'un pour jouer, toujours quelqu'un pour nous aider. Ouais. Oui, c'est sympa. Pour vous aider, par exemple, à faire quoi? Les devoirs, Ah. Alors, comment s'appelle ce petit garçon? Qui ressemble à sa maman, lui, hein? Pierre et Loa. Pierre et Loa. Tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a ça. des moments difficiles? Euh, Est-ce qu'il t'arrivait, par exemple, de souffrir de ne pas avoir ta maman un peu plus pour toi? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu l'as senti trop débordée? Il y aura toujours un grand frère pour prendre le rôle de la maman. Enfin, il y aura toujours quelqu'un à qui parler. Du coup,
Oui, je me sens pas délaissée. Vous êtes combien de garçons et combien de filles? On l'a pas dit ça. 10 garçons et 3 filles. Ah, il n'y a pas beaucoup de filles dans cette famille. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent dans ce quotidien? Bah, pas tellement. Je dirais même que le pire, ce serait d'écrire les noms des frères et sœurs à l'école en début d'année. Alors là, on voit une jolie photo. Tout le monde est très endimanché. C'était à quelle occasion? Ah oui, on allait à l'Élysée, c'était samedi dernier, pour recevoir la médaille de la famille. Ah oui? Une photo. C'est chouette. C'est un Oui, beau c'était un bon souvenir. moment. Et en fait, nos grands qui sont... Victor est à Hong Kong, Clémentine est à Londres. Du coup, tout le monde est revenu. Paul est à Metz. Tout le monde était là. Et c'était vraiment sympa d'avoir tout le monde Qu'est-ce qu'ils font, réunis. vos grands, comme vous dites? Là, le président Victor de la fait un République. semestre d'échange à Hong Kong. Il est en dernière année d'école d'ingénieur. Paul est en école d'ingénieur aussi en 4e année. Édouard aussi. Qu'est-ce que vous ressentiez là quand le président de la République... Eh ben, c'était moins émouvant que je croyais. C'est vrai En fait, oui. Pourquoi? Je sais pas, la maman à côté de moi me dit oh là là, c'est super émouvant. Du coup, je suis partie en me disant oh là là. Et puis finalement, en fait, Monsieur François Hollande est très Convivial. convivial, oui, c'est ça. Et donc, du coup, la relation se fait facilement et on n'est Qu'est-ce pas qu'il vous a intimidé. dit? En fait, il s'est intéressé de savoir combien on avait de chambres, si on était bien logés. Ensuite, on lui a offert le livre. Voilà, il nous a dit qu'il allait le lire. Il a discuté avec les grands. Ça s'est passé tellement simplement et tellement familialement. Je dois dire que le côté impressionnant est tombé. Alors, Même si le lieu est magnifique. Hein. ouais, vous étiez en train de me dire que ils ont tous fait des écoles d'ingénieurs? Non, Clémentine, elle fait des sciences politiques à Londres. Et le suivant est en terminale. S? Oui. Oh, ouais, je Mais crois il veut pas, c'est pas sa filière, il veut faire du droit et voilà. Je pense que. Oui, donc ils sont tous très plutôt bien faire des- partis. Oui, mais c'est aussi un travail. Hein. Je veux dire, c'est Ah, ouais, oui. ouais. de C'est-à-dire que porter, les enfants pour, voilà, pour les coacher, pour les soutenir Bah, dans leurs études. j'imagine que c'est un travail parce que franchement, enfin bon. Vous y consacrez combien de temps par jour aux devoirs? De la sortie de l'école, on enlève le bain et le repas, tout le reste jusqu'à 8h30, 9h. Voilà. Vous dites les coacher parce Oui, qu'au-delà parce du que les travail grands- scolaire, Je trouve que les grands, c'est un vrai coach. Là, avec WhatsApp, on communique facilement avec les enfants. Et donc, c'est vrai que Victor, qui veut faire encore une année d'études à Londres l'année prochaine, il m'appelle, il me demande des conseils, il me dit tu penses quoi? Et même s'il sait exactement ce qu'il veut faire et qu'il fait ses choix, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'un retour, on a besoin de quelqu'un à qui parler. Et c'est ça en fait. est-ce que parmi vos enfants, ils ont tous des personnalités différentes? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de plus de vous, qui ont plus de difficultés à l'école? Alors certains ont besoin de plus d'écoute et certains sont très indépendants et justement il y a la période de l'adolescence où quand on touche des périodes où on peut discuter, on discute. D'autres périodes où quand c'est plus difficile à l'école, il y a beaucoup de temps pour prendre confiance en soi. Je pense que il y a un travail scolaire à faire, mais la confiance, après la confiance en soi et dire c'est bon, tu vas y arriver, allez, on va le faire, c'est dur, mais bon, un 0 en dictée, c'est juste qu'une faute d'orthographe. La faute d'orthographe, on n'est pas une faute d'orthographe, on n'est pas un problème en maths, on est une personne, on a à s'accomplir et c'est ça que j'ai envie de leur... voilà, qui vont trouver leur voie, on ne sait pas laquelle, mais ils vont y arriver. Et c'est ce que je pense pour chaque personne d'ailleurs. Ça, vous n'êtes pas inquiète pour l'avenir de vos enfants dans ce contexte si difficile en ce moment? Je ne suis pas inquiète dans le fait que je suis sûre que pour chacun de mes enfants, on va chercher la meilleure solution. Voilà. Après, la vie, elle sera ce qu'elle sera. Et puis, ils feront avec les difficultés qu'ils ont. Et on affrontera ensemble, eux, avec les personnes qu'ils rencontreront, avec la vie qu'ils feront. Mais quelque part, j'ai envie de leur donner en main, de leur dire que la vie, c'est une bataille. Et que ils vont se battre aussi. Et qu'ils vont y arriver forcément. Samuel?
Alors effectivement, bon, je pourrais avoir plusieurs réactions, mais sur c'est une bataille. Oui, effectivement, déjà, dans le cadre familial, il y a déjà une bataille dès le départ. C'est-à-dire pour exister, pour trouver sa place dans la famille. Et donc, du coup, ça peut être un laboratoire pour après réussir à trouver sa place dans le monde. Et finalement, c'est une bonne école, une bonne formation. Mais c'est vrai que ça peut être difficile d'exister. En fait, c'est comme si... pour chacun des enfants, c'est comme s'il y avait un rôle qui était attribué, comme une grande pièce de théâtre, où chacun aurait un rôle qu'on pourrait lui attribuer, et puis après, chaque enfant va accepter ou non ce rôle. Par exemple, le rôle d'aîné, on peut imaginer une famille où l'aîné ne va pas accepter ce rôle de cadre éducatif, va être par exemple délinquant, et dans ce cas-là, c'est le cadet qui va accepter, je ne parle pas forcément d'autres familles, hein, mais va accepter par exemple ce rôle d'encadrement. Et donc tous ces rôles sont distribués, et puis il peut arriver qu'il y en ait un qui ait du mal à exister dans cette grande fratrie. Voilà, tout a été pris, les fortes personnalités étaient là avant moi, donc moi qu'est-ce que je vais être là-dedans? Et puis soit on va se dire j'arrive pas à exister, ce qui peut être le destin un peu douloureux, soit ça peut être moi finalement ma personnalité ça va être celui qui est adaptable, qui est facile à vivre et qui n'est pas trop pris dans les enjeux de clan, parce qu'il y a probablement des enjeux d'alliance, de clan, et puis il va y avoir probablement certains éléments de la famille qui vont naviguer entre les clans et qui vont avoir ce rôle de cohésion familiale. Donc même la difficulté à exister peut être sublimée, peut donner une fonction intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi je crois, enfin j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est que quand on entend tous les gens qui ont vécu dans des familles nombreuses à une époque où on choisissait pas où les parents en tout cas ne choisissaient pas d'avoir beaucoup d'enfants, parce que et donc la fratrie était, on peut dire entre guillemets, subie. Les gens, ils en retirent quand même beaucoup de joie et beaucoup de partage. Donc c'est quand même la première chose. Ensuite, tout ce qu'on dit pour la grande famille, on pourrait le dire pour une famille de 3 ou de 2. Vous êtes 2, vous avez un grand frère qui vous écrase. Et je pense que c'est tout simplement la vie. C'est la société. Enfin, je veux dire, une famille, c'est une cellule de base de notre société. Et donc, on répète la société dans sa globalité, dans une famille, donc qu'elle soit grande ou petite. Et donc, ces problèmes-là, ils existent de toute façon. Que ce soit dans la famille, qu'elle soit grande ou petite, que ce soit l'enfant unique, j'aurais voulu avoir 50 frères. On est tout seul, on en aurait voulu 10. Enfin, je veux dire, de toute façon, après, je pense que chaque personne qui est ici doit faire avec la vie dans laquelle on l'a mis, et il doit faire le mieux qu'il peut. Vous sauriez définir chacun de vos enfants par un trait de son caractère? Oui, bien sûr. Oui, c'est difficile, mais parce que ça évolue, en fait, c'est pas quelque chose de figé. Donc c'est difficile de dire. Et puis j'ai pas envie de dire un tel il est comme ça, parce qu'il est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça que je le perçois. La voisine va le percevoir autrement, et donc c'est quand même dangereux. En même temps. Voilà. L'organisation, alors on parlait tout à l'heure, donc il vous en reste combien à la maison en fait, sur 13? Aujourd'hui, il y en a 2 qui sont pas là. Voilà, ça, et tous les autres sont là. En janvier, il y en a un. Ça bouge quand même pas mal. Hein. Vous avez combien de chambres? Non, il y en a 3 qui sont pas là. Mais après, avec les stages, ça dure 6 mois, ils reviennent. On a 7 chambres, et puis on a bricolé des chambres sous-sol. Voilà. D'accord, donc il y a plusieurs enfants par chambre. Il y en a 3 qui sont ensemble, et les autres sont tout seuls. D'accord. Les 3 qui sont ensemble à notre étage. Voilà, Espérance, Charles et Eugénie sont ensemble, et puis les autres, ils sont tout seuls. Comment vous vous organisez alors pour la logistique? Vous parliez des lessives tout à l'heure, alors tout ça est très réglementé. Il y en a combien par jour de lessive? Alors déjà, je dois dire qu'ils envoient leur linge trop souvent, et donc déjà là-dessus, il faut remettre les choses au point. Un jean, ça se met plus d'un jour, donc... Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que déjà, c'est mauvais pour la planète, et donc je pense que... Et donc, donc le linge qui arrive, on le lave immédiatement. En fait, on n'a pas de stock de linge. Souvent, on nous dit on veut des photos de montagnes de linge, mais en fait, il n'y en a pas. Parce que la machine, elle arrive, on la fait tourner. Et voilà. Vous avez combien de machines à laver la vaisselle? Une machine de 7 kilos et un sèche-linge de 8 kilos. Alors ça, c'est pour le linge, mais pour la vaisselle? Un lave-linge qui est très décevant parce que c'est le même que le vôtre, que tout le monde. Un lave-vaisselle? Oui, et je le fais tourner le soir, et puis pendant la journée, une autre fois si tous les enfants sont là. Ouais. La cuisine. À quoi ressemble une journée type? Allons-y. Alors, une journée type, alors Pierre et moi nous levons à 7h15.
Sachant qu'il y en a qui se sont levés déjà à 7 heures, par exemple les lycéens ou des collégiens qui commencent, ils sont relevés un quart d'heure plus tôt. Eux, en fait, ils vivent leur vie. Hein. Ce qui se passe, c'est que je m'occupe quand même que de ceux qui sont à l'école élémentaire, l'école primaire et le bébé. Puisque les autres, ils savent trouver leurs affaires quand on a, voilà, à partir de la 6e, je m'occupe plus d'eux, enfin le matin en tout cas. Ah bon? Bah, en 6e, on s'est trouvé. Enfin, en tout Parce cas, que moi, j'en ai un de 22 ans qu'il faut encore que je réveille le matin. Ah oui, non, mais ça, c'est terminé alors. Ouais. À partir de la 6e, vous en occupez-vous? À partir de la 6e, je veille à ce que le réveil soit bien mis le soir. Je veille à ce qu'il ait ses affaires. Mais ça c'est le soir, c'est pas le matin. Donc le soir, vous faites la tournée des chambres, l'inspection. En tout cas, de ceux des collégiens, en tout cas les collégiens, je veille à ce qu'ils aient leurs affaires, qu'ils aient pas oublié, enfin voilà, que tout soit propre prêt pour le lendemain matin, parce que là, je vais pas avoir le temps justement. Alors donc réveil 7h15 ensuite. 7h15, donc ensuite Pierre amène la caisse de linge ou les 2 caisses de linge qu'on mélange pas parce que sinon le tri est encore plus compliqué parce que c'est quand même par groupe d'enfants que sont fait les machines, donc si elles sont mélangées, ça me fait un double tri. Donc je trie donc les 2 caisses. Ensuite, Pierre habille Eugénie, donc la dernière qui a, voilà. J'aide Charles, j'habille Charles et Espérance et bon, ils s'habillent tout seuls, hein, enfin voilà. Mais là, je leur ai refait, enfin ils disent, maman, je peux pas m'habiller, tu m'as pas refait mon tas d'habits. C'est-à-dire que le soir, je lave ce qui est sale de leur tas d'habits et donc ils remettent le lendemain souvent la même chose, sauf s'ils ont sport ou si. Ouais. Voilà, donc après, ils descendent, ceux qui sont prêts, ils descendent, ils commencent à déjeuner, sachant qu'il y a déjà des grands ils mettent des tartines dans le grille-pain, ils commencent à sortir les affaires. Pierre a déjà préparé le petit déjeuner, donc il y a déjà les tasses. Voilà, ensuite, Pierre s'en va. En fait, c'est assez ordinaire après, hein. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Pierre s'en va. Il emmène éventuellement celui qui va travailler, qui va à l'école dans le même groupe, à Boulogne. J'amène les petits à l'école. Vous avez quoi comme voiture? Vous avez 2 grosses voitures? On va à pied. On a 2 grosses voitures, mais on y va à pied. Bon. Voilà. Après, la journée. Après, en général, 2 matins dans la semaine, je prépare des repas à l'avance pour que ensuite j'ai plus de repas en fait. Ou alors je fais des bases. Je peux avoir juste du riz à rajouter, mais je vais faire le curry. Le curry sera déjà prêt. J'aurai plus que le riz à rajouter, une petite salade à faire à côté. Vous êtes une bonne cuisinière. Non, j'ai des recettes types. J'ai des recettes types que je répète. Je laisse les faire par cœur. C'est une bonne cuisinière? Oui. Oui. Quelles sont ses spécialités? Ce qu'on aime nous, c'est les lasagnes, puis après les grands tagines ou ça. Enfin, c'est très bonne cuisinière, oui. Ah, c'est gentil. Je suis sûre que vous trouvez le temps d'écouter la radio, de lire les journaux, de vous informer. Vous trouvez le temps de tout ça. Je vais au plus rapide. Je lis sur les nouvelles sur Internet. Oui, Ouais. forcément. Enfin... Et vous occupez de vous un peu? Alors qu'est-ce que c'est s'occuper de soi? Enfin, souvent j'ai envie de dire tout mon temps il est à moi. Enfin, j'ai pas l'impression de ne pas avoir du temps à moi parce que mon temps m'appartient. Non, alors s'occuper de soi, c'est aller chez l'esthéticienne, aller chez le coiffeur, se faire masser, aller faire du shopping. Alors, le shopping, j'y vais avec ma fille quand ils ont envie ou avec les grands parce que ça leur fait plaisir. Les petits, ils n'aiment pas ça du tout. Hein. Enfin, ouais. Les amener dans les magasins, ils n'aiment pas, mais les grands, ils aiment bien. Donc, on va faire du shopping avec eux. Mais ça ne vous intéresse pas? Moi, j'aime bien avoir des beaux habits, mais quand c'est tout prêt, aller choisir, aller mettre, avoir des vendeuses sur le dos et tout ça, j'aime bien que ça, voilà, avoir mon... voilà. Et les vacances, alors? C'est plus sur, est-ce que vous avez des moments égoïstes, des moments où vous vous occupez de vous, voilà, l'esthéticienne ou... Alors, les moments où je m'occupe de moi, ce serait plutôt un moment où je prends un café avec Bénédicte, un moment... J'aime mieux la relation. Qu'est-ce que je vais faire, moi, toute seule? Je peux aller me reposer, aller... Je peux faire la sieste. J'ai 2 heures l'après-midi si je veux, mais qu'est-ce que je fais toute seule? Enfin, j'ai pas envie d'aller toute seule à une expo. Si je vais à une expo, j'ai envie d'emmener un enfant, j'ai envie d'être dans la relation. J'aurais l'impression de perdre mon temps si je suis toute seule. Parce qu'en fait, certainement que des personnes qui nous regardent, voilà, vont se dire, mais elle pense pas beaucoup à elle n'existe pas, etc. Alors que ce que je comprends là, c'est que c'est un peu comme quand quelqu'un est vraiment passionné par quelque chose. Mais vous existez à les travers sacrifices, ça. finalement, sont pas coûteux. Voilà, on existe à travers sa passion, voilà. Et certainement que vous existez à travers cette passion-là, et que c'est pas coûteux. Il n'y a pas de sacrifice. Voilà. Oui, et c'est aussi que si je m'astreins pas à un quotidien, une routine très stricte, finalement, après, je suis dans le potage le soir, donc ça, je le sais aussi. Donc, je vais d'abord faire ce que j'ai à faire, et puis après, le temps que j'ai de libre, où je me fais des... Enfin, je fais des... Vous lisez?
J'essaie de lire, oui, je lis. Mais c'est à cette heure de sieste, là, quand j'ai 2 heures, quand je prends 2 heures, surtout pour me reposer physiquement, en fait, je lis. Alors, vous partez en vacances tous ensemble. Il vous arrive quand même de les envoyer en colonie ou dans des... Alors, ils font plein de trucs. Ils ont chacun des activités? Oui, plein, trop. On s'y perd. Ils font du scoutisme, donc effectivement, ils ont des camps. Ils ont des camps scouts, oui, on va à la montagne. Qu'est-ce qu'ils font pour eux? Ils vont souvent, les aînés vont dans des camps, ils sont animateurs aux États-Unis, donc ils font des camps dans des YMCA. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Des camps linguistiques. Là, Théophane est allé 2 ans à Swanage faire un camp linguistique. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Les vacances, comment vous les organisez? Vous les organisez tous ensemble quand vous préparez un voyage? Alors, on essaie d'avoir une semaine ensemble, ce qui n'est pas évident parce qu'avec les stages, tout ce qui se passe, toutes leurs activités, les camps qui sont en décalé, on essaie de se préserver tous ensemble une semaine. Alors, la dernière fois que vous êtes partis ensemble, vous êtes allés où? On est allé à Malte. Oui, c'était Eugénie venait de naître. Ouais, c'était un vrai challenge parce qu'à 3 jours, il a fallu aller faire la carte d'identité. Et on est allé voir Victor, en fait, qui était en stage à Malte. Ça, c'était à Venise, les images que l'on voit? Oui. En Italie, en tout cas, oui, ça doit être Venise. Non, ça c'est Malte, ça. Ah, c'est Malte? Oui. L'année d'avant, on avait été à Venise. Là, c'est Malte, oui. Vous logez où, en général, quand vous partez tous en vacances? Alors, j'ai une amie qui est issue de 10 enfants et qui est expat dans plusieurs pays et qui, à chaque fois, nous prête sa maison. Donc, on a été à Madrid, on a été à Vienne, au Danemark, et là, on prépare un voyage à Moscou. Donc, vous faites en fonction des lieux où elle réside? Non, elle nous propose ça. Là, à Venise, on avait loué une maison. À Malte, on a logé dans la résidence universitaire de là où était Victor. Très spartiate, mais on a réussi. Les voyages en avion, là encore, c'est un coût pour tout le monde. Oui, enfin, il y a quand même moyen de trouver des billets pas chers. Ouais. Et ça, j'essaie de pister. Alors, il faut être un peu rusé avec les cookies, ils nous retrouvent, il faut monter les prix. Donc, il faut essayer d'effacer. Ça, c'est Pierre qui efface les cookies. Et puis, essayer de valider assez rapidement quand on sait qu'on va partir. Mais c'est vrai qu'il faut organiser, sinon ça coûte trop cher. Et puis, à Venise, on est allé en voiture. Voilà. Mais vous avez un bus? On était partis à 2 voitures. Eh bien, on va accueillir 2 de vos amis, Bénédicte et Anne-Cécile, qui sont installées dans le public. Bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez Anne-Cécile? Vous êtes Bénédicte. Bénédicte, Anne-Cécile. Vous connaissez Marielle depuis l'âge de 17 ans. Quelle facette de sa personnalité avez-vous découvert pendant toutes ces années? Pour dire simple, Marielle est assez... je trouve que c'est une femme libre, c'est quelqu'un d'anticonformiste. Donc, on pourrait croire comme ça une famille nombreuse. Elle suit un règlement, tout est comme ça... calculé, mais en fait, non, elle s'adapte, fait beaucoup preuve de créativité au quotidien, comme on l'a dit, là. Et puis, vous avez combien d'enfants, vous? Moi, j'en ai que 3. Quel regard vous portez? T'en as 3. Non, mais bon. Quel regard vous portez sur votre amie? Je suis toujours admirative parce que, quand même, moi... il m'arrive de crier sur mes enfants, j'avoue. Et chez Marielle, c'est toujours très calme, très serein. Et quand elle n'est pas contente, elle va le dire, mais posément. Je ne suis vraiment pas contente de ce que tu as fait. Avec le sourire éteint, le regard un peu comme ça, mais... ils comprennent très bien, mais c'est toujours très, très serein. Ça vous arrive de complexer vis-à-vis d'elle? Alors, je me souviens très bien qu'une fois, je suis allée chez elle et donc je devais avoir déjà mes 3 et elle, peut-être moins 5, mais 6 ou 7. Et tout était hyper bien rangé, les enfants calmes, pas un cri, rien du tout. Et en partant, je lui dis, c'est quand même dur. Moi, avec mes 3, j'arrive pas, je m'en sors pas. Et elle m'a dit, mais enfin...
toi, tu travailles, tu t'investis aussi dans autre chose. Alors je me suis dit, en plus, elle est adorable, quoi. Donc, Oui, comme si c'était normal, Bah quoi. oui, C'était oui, la oui. moindre, comme si c'était la moindre des choses. ah oui. Non, c'est pas ça que je voulais dire à Anne-Cécile. Je veux dire que chacun. Moi, je m'investissais dans la famille, donc c'était mon job. Anne-Cécile, elle travaille à temps plein à côté. Dans la société, elle donne d'elle-même autrement. Donc, elle a ses 3 enfants, elle donne d'elle-même autrement, et que chacun donne ce qu'il est là où il est. Et donc, on ne peut pas comparer, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on fait des choix, je pense qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte, mais quand on a un enfant, un deuxième, un troisième, c'est vraiment un choix de vie. Et puis, si moi, je ne me suis pas arrêtée pour rester à la maison, je vais continuer à travailler à temps plein, mais c'était un vrai choix assumé. Et ben, c'est pas grave, chacun fait le choix qu'il entend. Et ce qui compte, c'est qu'on s'en rende compte et qu'on soit heureux dans ce... J'ai beaucoup aimé votre réflexion sur le fait de s'accomplir dans la routine et de trouver des raisons de s'accomplir finalement en ayant l'impression d'être dans la routine. Je trouve que c'est intéressant En cette fait, idée. je crois que toute une vie a besoin de trouver sa liberté dans la routine. Et ça, c'est très difficile. Parce que la routine, tout de suite, c'est rébarbatif. Mais trouver une liberté dans la routine, alors ça, c'est difficile, mais c'est quand même une vérité, je crois. C'est la bonne idée pour accéder à l'épanouissement, en tout cas. Moi, je crois. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, qu'un professeur de philosophie avait dit lors d'une réunion de parents-profs, qui disait, vous savez, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et je crois beaucoup ça, c'est dans nos difficultés, c'est comment on appréhende nos difficultés et ce qu'on fait tous les jours, que finalement on se crée un chemin et c'est ça qui fait notre vie en fait. Se disait Goethe, le but c'est le chemin. Ouais, là je crois que c'est Heidegger, mais je suis pas très sûre. Ah bon. J'ai pas osé. Bénédicte, vous êtes une autre amie de Marielle. Quel regard vous portez, vous? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de l'admirer, j'en suis sûre, mais de l'envier? Justement, c'est pas forcément de l'admiration, c'est ce que vous avez pu découvrir de Marielle aujourd'hui, c'est tous ces échanges, toutes les réflexions. On s'est connus quand elle était enceinte d'Henri, donc le 5e, parce qu'on avait 2 enfants maternels. Et voilà, et depuis, nos enfants ont grandi en même temps, sauf que moi j'en ai 3 et que je crie et que je ressemble plus à toutes les mamans, peut-être. Mais c'est plutôt sur la qualité des réflexions qu'on a ensemble. Par quoi, qu'est-ce qui la distingue? Alors, je pense qu'elle a une énergie et une force hors du commun et que par rapport à ça, il ne faut surtout pas se comparer. Enfin, elle le sait et on en parle souvent. Je crois que c'est... Voilà. Moi, ce que je constate, c'est que les enfants sont extrêmement sages. C'est ça qui est fascinant. Ça veut dire qu'ils sont bien dans leur peau, que tout va bien, quoi. Ouais. Hein, qu'ils n'ont pas besoin... Vous l'avez déjà vu craquer? Craquer, oui, un peu. En fait, je l'ai retrouvée un soir, je rentrais du RER et j'étais dans la rue avec une amie et j'étais dans le quartier de Marielle. Et tout d'un coup, on voit arriver Marielle, il était 7h30, 8h moins le quart. En 7 heures, je peux te dire. Je sais plus, je sais pas l'heure, moi. Toi, Moi, je sais à quelle heure, par rapport à mon déroulé de journée, je sais qu'il était 7 heures. Et avec l'autre amie, on se dit, mais Marielle, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là? Pourquoi tu te promènes dans la rue? Elle dit, oh, je suis sortie faire un tour, j'en avais ras-le-bol, je suis partie. C'est vrai, c'est un soir où il y en avait beaucoup trop, il y avait un trop plein, et je dis, mais au lieu de crier et de tout ça, je leur dis, écoutez, vous rangez tout, moi je vais faire un tour, il faisait super beau. Et j'ai rencontré, donc on a discuté, parce que c'est notre activité favorite, et donc on a discuté justement de tout ça, et voilà, ça nous a fait beaucoup de bien, et je suis rentrée à la maison. Mais alors, et comment tout était vous faites rangé, dans ces cas-là? Parce qu'il y a des tout petits, donc c'est une responsabilité de les laisser. Oui, mais il y a quand même aussi des grands. Et en fait, je sais qu'il était 7 heures parce que le repas était fait. Donc, en fait, il était 7 heures, on venait de dîner. Le dîner, ça avait été apocalyptique. Il s'était levé de table, il y avait eu le téléphone. Enfin, c'était juste comme on n'aime pas que ce soit. Et puis, à la suite de ça, ils s'en vont tous. Ils me laissent avec la table. Et je dis, là, c'est bon, enfin, stop. Je dis, écoutez, c'est moi qui vais faire un tour. Vous faites à vous. Mais on n'a pas parlé des enfants. Enfin, une fois qu'on s'est croisés dans la rue, on a enchaîné sur... elle m'a demandé ce que je faisais, quelle avait été mon activité dans la journée, mon travail, je sais pas. On a parlé complètement autre chose. C'est ça qui est assez impressionnant. Et justement, cette capacité à entrer en relation. Il y a des moments où elle s'énerve, votre maman? T'as peur quand elle s'énerve? Non? Ça arrive peu fréquemment, mais ça arrive, oui. Ouais. Et là,
faut pas être dans le chemin. Il ne faut pas être sur le chemin. Il y a des Non, mais punitions. ça arrive jamais. Alors la punition, ah oui, récemment, il y en a un qui se mettait jamais au travail à la suite. Je lui dis, bah, écoute, dans le déroulé de la journée, finalement, au moment d'aller à une activité, il commençait à faire son travail. Je dis, mais attends, là, au lieu de... Enfin, il s'était mal déroulé. Je dis, bah, écoute, tu vas pas à l'activité, tu fais ton travail maintenant. Donc on a fait l'inverse, la punition. C'est tout. Il y a jamais plus Ah mais que c'est une ça. grosse punition quand même. Ah bon, c'est une Après, grosse punition. bah, privé de sortie, de sa liberté, d'aller voir ses amis, bah, je veux dire, pour moi, il n'y a quand même pas pire. Il n'y a jamais de gifles, jamais de... Bah, le moins possible, hein. Non, mais... Alors, votre famille représente tout pour vous et manifestement, la réciproque est vraie. On parle de toi. Regardez. J'aime bien maman dès qu'elle me fait des bisous partout. Merci maman. J'aime bien maman quand elle me fait des doigts. Merci maman. Est-ce que vous avez envie d'un petit 14e? J'ai 47 ans et la nature va peut-être avoir quand même son dernier mot. Et en même temps, c'est quelque chose que j'arrive pas à m'y résoudre, que Eugénie pourrait être la dernière. Donc on est toujours dans cette ambivalence, vous voyez. Quand vous faites un référendum à la maison, qu'est-ce que ça donne sur ce sujet? Ah ben, les petits, ils attendent que ça. Enfin. Ah bon? Ils attendent que ça. Et les grands sont partis, ils sont suffisamment grands pour avoir leur vie à eux. Donc c'est plus non plus... c'est pas un sujet pour les plus grands. Après, entre deux, ils savent aussi qu'ils vont partir. Vous avez hâte d'être grand-mère? Peut-être que Je suis pas encore prête, mais je vois mes amies qui en sont là, elles ont hâte, donc j'imagine que ça va venir, je sais pas. Pour l'instant, non, mais peut-être que... En tout cas, moi, je suis très admirative. Merci d'être venue nous voir et bravo pour cette belle famille. Ils sont tous très beaux et bien élevés et calmes et attentifs. Donc vraiment, chapeau. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à Samuel. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. A tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Bravo, hein. Bientôt, au sommaire de votre Toute une histoire, nos 4 invités vont nous parler de la lutte qu'ils ont dû mener contre leur addiction. Je ne pouvais pas me passer de mon téléphone portable. C'était tout le temps, dans toute la journée. Je ne l'éteignais même pas la nuit. Je suis partie au supermarché faire mes courses. Je me suis aperçue au bout de quelques kilomètres que j'avais oublié mon portable. J'ai fait demi-tour en voiture alors que j'en avais absolument pas besoin. Je suis tombée dans la pornographie à l'âge de 11 ans. Il y a eu un mélange de dégoût et de fascination. Ça a pourri, ça a pourri mon enfance, mon adolescence. L'image de la femme est devenue celle d'un objet sexuel. Quelle place occupe le sport dans votre vie? 90-92% de mon temps, quoi. C'était du matin 8h jusqu'au soir 22h. Des addictions dont on parle encore trop peu aujourd'hui. Ce sont des addictions qui portent des noms. Sabine, dépendante de votre téléphone portable, ça s'appelle la nomophobie. Philippe, c'est l'addiction sexuelle. Pascal, a priori, ce serait une bigorexie. C'est ce côté, on va dire, excessif dans l'exercice physique, en fait. Le docteur Carilla sera aux côtés de Sophie Davant pour faire le point sur tout ça. Le smartphone, c'est un cordon ombilical. Hein. Et quand on arrache le cordon, il y a des trucs qui déraillent, quoi. On devient addict quand on souffre et on utilise un objet pour ne pas souffrir.